L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bonsoir à tous. Voici les principaux titres de ce journal. Une mission du Fonds monétaire international séjourne à Abidjan. Objectif, évaluer le système économique ivoirien. On en parle en début de cette édition. La sécurité alimentaire et la nutrition au cœur des préoccupations de l'Union africaine. Les États membres participent à une réunion de haut niveau sur ces questions à Abidjan. Et puis, la guerre russo-ukrainienne sonne l'alerte en Europe. L'Union européenne réévalue son système de défense. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à cette édition. Je vous lisais en titre, une délégation du Fonds monétaire international séjourne en ce moment à Abidjan. L'objectif de cette présence est d'évaluer le système économique ivoirien. Dans ce cadre, une importante rencontre a eu lieu entre le ministre de l'économie et des finances et cette délégation du FMI. Une mission des services du département Afrique du Fonds monétaire international FMI est sur les bords de la lagune des Briers. Entre autres objectifs, procéder à une sorte de radioscopie de l'économie ivoirienne avec à la clé une revue des risques pour mieux soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement nous a invités à l'accompagner dans son programme économique visant à relever les défis de la Côte d'Ivoire dans le contexte actuel. Un programme qui pourrait être soutenu par l'aide financière du FMI. Au début de leur mission, le ministre de l'économie et des finances, en présence de son homologue du budget, a présenté l'état des lieux de l'économie de la Côte d'Ivoire à la délégation du FMI. Malgré la survenue de la pandémie à coronavirus qui a entraîné une récession mondiale, l'économie ivoirienne s'est montrée résiliente avec un taux de croissance de 2% en 2020, après 6,2% en 2019. Suite au ralentissement observé en 2020, elle a de nouveau retrouvé son sentier de croissance avec un taux de 7,4% en 2021, porté essentiellement par le dynamisme de la consommation et des investissements. La mission des services du département Afrique du FMI en Côte d'Ivoire se déroule du 7 au 13 décembre. Toujours à Abidjan, parlons à présent d'une autre réunion, l'Union africaine préoccupée par les questions de nutrition et de sécurité alimentaire. Une réunion de haut niveau a réuni à Abidjan les experts de plusieurs pays africains. On en parle tout de suite dans cet élément. Démarré le 6 décembre par la réunion des experts qui s'est étendue sur 2 jours, ce jeudi 8 décembre s'est ouverte la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, en présence d'un parterre de hautes personnalités venues de toute l'Afrique. Sa Majesté le roi du Lesotho, champion de l'Union africaine pour la nutrition, la vice-présidente de la Zambie, le Premier ministre du Congo, des délégations de plusieurs pays du continent, le vice-président de la République Konétié Moko Mélié représentait le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement, en présence également du président de la Commission de l'Union africaine, du représentant du secrétaire général de l'ONU, des représentants des structures de l'ONU en charge de la nutrition, les partenaires techniques au développement. Une réunion de grande envergure sous l'égide de l'Union africaine. Et selon le vœu émis par le président de la République Alassane Ouattara dans son plaidoyer auprès de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour que l'année 2022 soit déclarée année de la nutrition. Tant la faim et la malnutrition gagnent du terrain aujourd'hui sur le continent africain. Pour le chef de l'État ivoirien, comme l'a souligné le ministre de la Santé, la recherche de solutions doit nécessairement faire l'objet d'actions concertées des pays africains. De nombreuses personnes sur le continent, en particulier les couches les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels journaliers. Cette situation s'est aggravée avec la pandémie du Covid-19 et tout récemment la crise en Ukraine, précipitant ainsi de nombreuses familles dans l'extrême pauvreté. Au regard de cette situation qui menace le capital humain et compromet les ambitions de nos États, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a conduit un plaidoyer auprès de ses pairs de l'Union africaine en vue de placer l'année 2022 sous le sceau de la nutrition avec comme thème
renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. La rencontre de haut niveau qui se tient ce jour, avec l'appui de la Commission de l'Union africaine, s'inscrit dans ce cadre. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les dirigeants des États du continent africain à un sursaut pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Selon les données statistiques collectées en 2021, 828 millions de personnes étaient touchées par la faim dans le monde, soit une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020 et 150 millions depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19. Cette dégradation alarmante de la nutrition dans le monde est malheureusement plus ressentie en Afrique. Il n'est pas normal que les Africains soient mal nourris, malnutris. 30 millions de kilomètres carrés, 60% des terres arables non exploitées au monde, les fleuves, les rivières, la lagune ébriée, les forêts sont autant d'atouts. Nous avons lancé avec honneur et engagement la zone de libre-échange continentale en Afrique. Cette zone ne pourra jamais être effective sans le désenclavement intérieur et extérieur du continent. La libre circulation des biens et des personnes est une exigence. Le protocole en la matière a été décidé depuis 2014. 4 États seulement l'ont encore ratifié. Comment on peut faire du commerce? Comment on peut faire circuler les produits alimentaires pour lutter contre la nutrition si on n'ouvre pas les frontières? D'autres pistes de solutions ont été soumises à la réflexion des participants. Le champion de l'Union africaine pour la nutrition, le roi du Lesotho, a plaidé pour des financements massifs publics ou privés dans le secteur agricole et agro-industriel. Le vice-président de la République, Koneti Moko Mélié, intervenant au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part mis en avant l'impérieuse nécessité d'une réelle volonté politique des dirigeants africains, accompagnée par la mise en place d'un cadre d'action stratégique. La présente rencontre d'Abidjan permettra de définir une démarche commune pour relever les défis auxquels sont confrontés nos États en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le conflit russo-ukrainien a d'ailleurs fait ressortir la fragilité de la plupart de nos pays dans ce domaine. De façon générale, l'élimination de toutes les formes de malnutrition demeure assujettie à la maîtrise des effets néfastes du changement climatique, des conflits armés, des catastrophes naturelles et des crises sécuritaires et sanitaires. Bien souvent, ces crises ont eu pour conséquence la remise en cause de certains acquis difficilement obtenus par nos pays. La Côte d'Ivoire s'est engagée à combattre la malnutrition, toutes formes confondues. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a également fait de la lutte contre l'extrême pauvreté une de ses priorités, tout en contribuant à promouvoir la prospérité partagée. Il s'agit en effet d'un pas important du développement social et humain qui engage plusieurs secteurs comme la santé, l'agriculture, l'hydraulique, la protection sociale, l'éducation, l'alphabétisation, l'assainissement et j'en passe. Dans un tel contexte, la recherche d'une synergie de ces politiques sectorielles, communautaires et gouvernementales a conduit la Côte d'Ivoire de mettre en place une coordination dont l'ancrage se situe au niveau de la présidence de la République. C'est pour en dire toute l'importance. La réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique s'est donc ouverte ce jeudi 8 décembre à Abidjan, meublée par des panels et des travaux en atelier.
Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. Le sujet est passé au crible du regard critique des experts lors de ces assises organisées à Abidjan sur 3 jours. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites, notamment la nécessité d'accélérer la gestion des données, le cadre législatif et la mobilisation des ressources. Des recommandations adoptées à l'unanimité et au nom du chef de l'État, le vice-président de la République, Timo Komede Kone, s'est réjoui des différentes résolutions pour un bond en avant des politiques africaines contre la malnutrition. La Fédération de Russie étend son influence en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, c'est désormais au Burkina Faso qu'une société russe vient d'obtenir un permis d'exploitation de sites miniers. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a décidé d'octroyer le permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold. Cette décision s'inscrit dans une volonté des militaires au pouvoir depuis le coup d'État de janvier 2022 de diversifier les partenaires du pays. Prévu pour une durée de 4 ans, ce permis d'exploitation sur le site de Yimougrou, région du centre-nord du Burkina Faso, couvre une superficie de 31,44 km² et permettra une production totale estimée à 2,53 tonnes d'or, selon le gouvernement. La contribution directe de cette production au budget de l'État est estimée à 5,3 milliards de francs CFA, soit 8,1 millions d'euros, et 648 millions de francs CFA au profit du Fonds minier de développement local. Le groupe russe Nordgold exploite déjà 3 gisements dans le nord du pays. Avec environ 70 tonnes par an et 17 mines industrielles, la production d'or est devenue en une douzaine d'années le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Après Ouagadougou, prenons à présent la direction de Tunis pour parler de violences domestiques. Malgré l'adoption d'une loi progressiste, les violences conjugales persistent en Tunisie. 5 ans après l'adoption d'une loi progressiste dédiée à protéger les femmes contre les violences domestiques en Tunisie, le groupe de défense des droits de l'homme Human Rights Watch reproche aux autorités du pays de ne pas avoir fait assez pour sortir les femmes de l'insécurité. Le rapport révèle en effet qu'il y a un écart entre une loi et le texte de loi qui est très bien, et l'application aujourd'hui sur le terrain et finalement des femmes qui ne sont pas suffisamment protégées, des protections et des assistances qui ne sont pas systématiquement mises en place pour leur venir en aide et des réticences parfois à appliquer la loi telle qu'elle. La loi 58, comme on l'appelle, a élargi la définition de la violence punissable, y compris le harcèlement sexuel dans les espaces publics. Elle visait également à garantir un soutien juridique, financier et social aux survivants. Doit aujourd'hui mettre en œuvre cette loi de façon efficace et optimale, c'est-à-dire y mettre les moyens, qu'ils soient matériels ou financiers, à la fois au sein des unités spécialisées apportant une réponse aux violences faites aux femmes, mais aussi au niveau de la justice, au niveau du personnel de santé, et aussi permettre aux femmes d'avoir accès à des centres d'hébergement d'urgence partout sur le territoire. En 2021, la police tunisienne a enregistré près de 69 000 plaintes pour violences à l'égard des femmes. Toutefois, l'ampleur réelle de ces violences reste difficile à mesurer. Un tout autre sujet à présent, direction le continent européen. La Bulgarie et la Roumanie sont membres de l'Union européenne depuis quelques années. Cependant, pour intégrer l'espace Schengen, il faudra attendre un petit peu encore. Hier, leur candidature a été rejetée purement et simplement. Oui à la Croatie, non à la Bulgarie et à la Roumanie. Ces 2 pays d'Europe de l'Est, membres de l'Union européenne depuis 2007, n'entreront pas pour le moment dans l'espace Schengen. Nos équipes ont interrogé des Bulgares sur ce sujet dans la capitale, Sofia. Les arguments des pays qui ne veulent pas de nous dans Schengen sont liés à leurs problèmes politiques internes et touchent notamment aux flux migratoires, nous dit cette femme. C'est inquiétant que la Roumanie et notre pays soient les seuls membres à ne pas être acceptés. Être dans Schengen serait un prestige. D'abord, je ne sais pas ce qu'est Schengen, parce qu'aucun média ne nous a expliqué. On ne sait pas quels sont les avantages et les inconvénients. Les 2 pays vont donc devoir patienter, mais la Commission européenne a fait part de son intention de les intégrer rapidement à l'espace européen de libre circulation. Et puis la guerre russo-ukrainienne donne des idées aux pays membres de l'Union européenne. Ils ont choisi depuis quelques jours de réévaluer leur système de sécurité et de défense. On en sait plus dans ce reportage.
La guerre en Ukraine pousse l'Union européenne à réévaluer sa capacité militaire. Ce jeudi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré que la guerre en Ukraine avait épuisé les stocks d'armes de l'Union et montré que l'Europe manquait de capacités de défense essentielles à cause d'années de sous-investissement. Cette guerre en Ukraine a été un réveil brutal pour beaucoup d'entre nous, pour nous tous. Nous nous rendons compte que nos réserves militaires ont été rapidement épuisées en raison de plusieurs années de sous-investissement. Je sais que l'opinion publique préfère le beurre au canon, mais pendant des années, nous avons été en situation de sous-investissement. Les dépenses pour la défense des pays de l'Union européenne ont augmenté de 20% entre 1999 et 2021. Pour la même période, la croissance a été de 60% aux États-Unis, de 292% en Russie et de 592% en Chine. Et c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un immense bonheur de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci de votre fidélité. Excellent suite de programme à tous et à toutes sur MTV+, la télé qui transforme.